Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce partage. Aujourd'hui, on va étayer notre playlist neuroatypie et je vais commencer à faire quelque chose que j'ai l'élan de faire depuis quelques temps puis que je ne mets pas en place, à savoir prendre des questions qui sont des questions de personnes particulières et d'y répondre avec un regard plus général par rapport à la problématique abordée. Parce qu'à chaque fois que je lis ces questions, je me dis, mais ce sont des questions que nombre de personnes peuvent se poser. Et ici, on est sur l'atypie, on est notamment sur le TDAH, parce que je fais partie d'un groupe sur les réseaux sociaux autour du TDAH, de partage à ce sujet, puisque je suis quelqu'un qui était concerné. Puis j'ai aussi des enfants qui sont concernés, et puis je connais énormément de personnes parmi ma clientèle qui sont concernées. Et du coup, je suis sur ce groupe-là. Et puis, il y a relativement souvent des partages ou des questions. Je me dis, j'aimerais bien pouvoir partager mon point de vue. Et puis, je ne le fais pas en commentaire, étant donné que, il n'y a pas déjà beaucoup de place pour vraiment faire ce partage-là. Et puis, je me dis, ce n'est pas forcément l'endroit. Je n'ai pas envie que ce soit pris comme de la pub pour mes accompagnements ou quoi que ce soit. Mais en même temps, j'ai envie de donner un espace pour pouvoir ouvrir la possibilité de porter un autre regard sur ce qui se passe. Un regard qui, pour ma part, m'a permis d'avancer énormément sur mes propres neuroatypies, sur tout ce qui était imputé à l'autisme ou au TDAH, ou d'ailleurs aussi aux troubles de stress post-traumatique. Et du coup, d'avancer pour moi, mais aussi de permettre à mes enfants d'avancer, puis permettre aussi à mes clients d'avancer. Donc je me suis dit, ça va être un espace comme ça, où je vais reprendre parfois les réflexions ou les questions de ces personnes-là, et je vais me permettre ici d'y répondre avec mon regard à moi, en espérant que ça puisse servir à bon nombre d'entre vous. Donc ici, il s'agissait d'une personne qui demandait de l'aide, qui disait qu'elle avait rejoint ce groupe-là parce qu'elle se sentait à bout, qu'elle avait 30 ans et qu'elle avait l'impression d'être passée à côté de sa vie à force d'essayer de compenser ses lacunes, son sommeil. Et ici, elle nous montre bien comment finalement elle a dû lutter pour sa survie, j'ai envie de dire, en passant en effet à côté de sa vie ou de ce qu'elle croit être sa vie et des distractions qui auraient pu être sa vie, puisqu'elle nous dit ici, essayer par exemple des nouvelles routines qu'elle n'arrive jamais à tenir. Donc ça, c'est normal quand on essaye de mettre une routine extérieure depuis. Donc la routine ici, c'est une structure et la structure appartient à notre polarité masculine, notre yang. Et ce yang-là, s'il est complètement désorganisé à la base, donc quand on est TDAH, c'est qu'il y a un yang qui est désorganisé, c'est qu'il y a un manque de structure, il y a un manque de verticalité, il y a un manque de direction. Et quand on est atteint à ce point, j'ai envie de dire, c'est pas en faisant des choses à l'extérieur qu'on va réussir à tenir dans le temps. C'est vraiment un retour à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que mon système entier est organisé comme ça? Où est-ce qu'il y a un manque? Pourquoi c'est là? Et de pouvoir aller accompagner ce qui est ici à l'intérieur pour pouvoir après l'installer à l'extérieur. Mais pas depuis un effort de fou furieux ou une rigidité, un contrôle hors pair ou quoi que ce soit pour que ça se casse la goule au bout de quelques temps, mais vraiment depuis un espace à l'intérieur qui est, comment l'appeler? Vivant. C'est-à-dire que c'est pas non seulement l'effort de fou furieux et c'est pas non plus l'autre extrême qu'on connaît parfois quand on est dans le TDAH, à savoir une espèce d'euphorie où on a l'impression que tout est possible et pam, 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 ça y est, on met plein de trucs en place, c'est génial, c'est fou furieux, on a l'impression qu'on a compris, on a l'impression qu'on a libéré des trucs, c'est génial. Et finalement, ça n'est qu'une espèce de fenêtre euphorique qui fait que derrière, tout se casse la gueule. Donc quand on revient à l'intérieur de soi, on a ici une possibilité de guérison de l'intérieur pour qu'après, ça puisse se refléter, ça puisse faire comme effet cascade à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un effort à faire pour mettre quelque chose en place, mais ça voudra dire que cet effort sera fait depuis quelque chose de beaucoup plus aligné à l'intérieur, depuis une blessure, entre guillemets, psycho-émotionnelle et énergétique, qui aura été vue, qui aura été pensée, et penser P-A-N et pas P-E-N, et qui du coup aura un effet différent.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mettrai quelque chose en place à l'extérieur, ça tiendra. Parce que ce sera autorisé à tenir. Parce que finalement, cette structure, ce cadre, cette autodiscipline ne sera plus associée à l'absence, au danger, à ceci, à cela, qui fait que du coup, mon inconscient, sans que même je puisse comprendre pour qui, pourquoi, me foute des bâtons dans les roues et me permettent de me retrouver dans ce chaos de fou furieux et me retrouver à me juger de nulle, d'incompétente et patati et patata. Donc elle nous disait, essayer de nouvelles routines que je n'arrive pas à tenir, ne pas sortir pour me coucher tôt. Donc il y a déjà aussi cet effort de se dire, allez, je sors pas avec les autres parce que moi je sais que si je manque d'un tout petit peu de sommeil, c'est foutu, derrière je peux même plus fonctionner, quoi. Réviser, et là mon Dieu ça me fait mal au cœur, réviser des sujets et notions le soir pour ne pas paraître bête le lendemain. Et elle va nous dire comment ça se met dans son quotidien un petit peu plus bas. Je ne sais pas ce que j'ai, si c'est un trouble de l'attention ou autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais bien dormi de ma vie, que je ne peux pas fonctionner normalement sans boire 2 Red Bull par jour. Et en ce moment, ce qui me handicape le plus, c'est ma mémoire. Je ne retiens rien. Je ne suis capable de parler d'aucun livre que j'ai lu, film que j'ai vu, endroit où je suis allée, etc., etc. Également impossible de garder un chez-moi organisé et je m'énerve contre moi-même. Voilà. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, cette stratégie qu'on a là, d'essayer de pallier à ces manques, tant qu'on ne va pas voir pourquoi c'est là, on va juste c'est comme c'est comme un cercle d'involution. C'est-à-dire que la spirale, au lieu de partir du centre et d'être expansive pour qu'on puisse être dans notre expansion, dans notre épanouissement, dans notre agrandissement, dans notre joie, eh ben c'est une spirale qui part de l'extérieur et qui revient vers le centre. Et au bout d'un moment, ça ne peut plus tourner parce qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est que je suis nulle, j'essaye de pallier à pas être nulle, mais finalement, je me trouve nulle. Et comme je me trouve nulle, je suis encore moins capable de faire les choses. Et comme je suis encore moins capable de faire les choses, je me trouve encore plus nulle. Et là, en fait, ça peut aller jusqu'à ce qu'on foute la tête dans le mur. Et ça peut aller super loin. Il peut y avoir des comportements autodestructeurs, il peut y avoir plein de choses. Et c'est là qu'en effet, c'est important d'inverser la vapeur. Quand on ne dort jamais bien dans sa vie, comme c'est le cas de ce qu'elle nous raconte ici, il faut forcément aller voir un syndrome de stress post-traumatique. De toute façon, dans ma façon à moi de voir les choses, le TDAH, c'est un fonctionnement qu'on a mis en place, en tous les cas pour moi, et puis pour les personnes que j'ai pu accompagner sur ce sujet-là. C'est un fonctionnement qu'on a mis en place pour pouvoir gérer les différents traumas de la toute petite enfance qu'on a dû traverser. On appelle ça un trouble neurodéveloppemental. C'est bien parce qu'il arrive au moment où on se développe, au moment où notre donc notre cerveau, puis tout notre système nerveux se développe. Donc déjà in utero, au moment de la naissance, la petite enfance et ainsi de suite. À ce moment-là, quand il y a du stress, et on peut très bien ne pas le voir, c'est-à-dire on peut se dire mais moi j'ai jamais rien eu, j'ai pas eu des parents qui me frappent, j'ai pas été abandonnée, j'ai pas été violée, j'ai pas déménagé 15 fois, j'en sais rien, j'ai l'impression de pas avoir eu une famille dysfonctionnelle, donc comment ça se fait que je me suis branchée comme ça ? Ce qu'il faut bien voir ici, c'est qu'on est le résultat, nous aujourd'hui, notre génération, on est le résultat de plusieurs générations traumatisées qui ne se sont jamais occupées de leur bagage traumatique, puisque ça n'était pas les enjeux de leur époque, puisque ça n'était pas disponible à ce moment-là. Si on remonte seulement à 3 générations, on va dire, donc il y a la nôtre, il y a celle de nos parents, nos grands-parents sont des gros traumatisés. Des gros traumatisés parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des manques, parce qu'il y avait un fonctionnement tout simplement dans la société qui n'était pas fait du tout pour écouter la sensibilité de chacun. Et c'est pas parce qu'à l'époque on n'avait pas les neurosciences pour nous dire que écouter les émotions c'est important que les humains de l'époque n'avaient pas ces besoins-là. Donc on a vraiment morflé, pour rappel, à cette époque-là, ça fait pas si longtemps que ça, on pensait que les bébés, il fallait faire gaffe parce que c'était un peu des petits diables qui allaient abuser de nous si on leur donnait trop. Donc en fait, quand ils commençaient à pleurer, il fallait les mettre dans leur lit tout seuls. Il fallait les laisser pleurer pour qu'ils se fassent les poumons, par exemple. C'est pas si vieux que ça, hein. On faisait ça encore à l'époque de nos grands-parents.
Aujourd'hui, au regard des neurosciences, on sait que c'est extrêmement délétère. Pour un bébé, le laisser 5 minutes, c'est déjà la fin des haricots pour lui parce que son système nerveux, son cerveau limbique, donc le siège de ses émotions, tout ça, ne sont absolument pas matures et ne sont pas en capacité finalement de gérer ce tsunami-là d'électricité, j'ai envie de dire, d'énergie qu'il reçoit, qu'il ne sait pas gérer, et qu'en plus, on va le laisser pleurer 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, tout seul, jusqu'à ce qu'il s'endorme de résignation dans son lit. Donc ça crée déjà une dissociation, une fragmentation et un fonctionnement particulier. Une anesthésie des émotions pour pouvoir continuer de fonctionner. Ces bébés-là sont devenus nos parents et qui nous ont élevés de la même façon et ainsi de suite. Donc nous, en fait, on est le résultat on est au bout de la chaîne finalement. Donc on est de plus en plus sensible parce qu'on est dans un monde de plus en plus fou, mais qu'en plus on porte nos traumas de cette vie-là, mais aussi finalement tous les traumas transgénérationnels, donc tout le poids. Eux s'en sortaient parce qu'une simple, entre guillemets, dissociation était possible à ces moments-là. De toute façon, il n'y avait pas d'autre enjeu. Ça n'allait pas à 50 000 km/h avec tout ce qu'il y a à faire, toute la charge mentale, tous les trucs et les machins dans tous les sens. C'était plus simple, même si ce n'était pas forcément aussi épanouissant. Aujourd'hui, on doit fonctionner dans un monde qui fonctionne encore plus à l'envers et qui a accéléré j'ai envie de dire, qui a accéléré sa vitesse dans le sens de l'involution et de l'antivie, en étant de plus en plus sensible parce que hypersensibilité traumatique de générations multiples. Donc nos cerveaux ont dû trouver comment faire pour survivre à tout ce bazar-là. Et le TDAH est une solution pour pouvoir en même temps survivre, en même temps correspondre aux attentes de l'un, puis de l'autre, parce que je suis un enfant qui doit répondre à plein d'injonctions paradoxales différentes. Et quand notre système est mis à mal de cette façon-là, toujours, continuellement en mode hyperactif, je veux dire hyperactif en termes de mental et de vigilance, pas en termes de tâches physiques du quotidien, parce que parfois je ne suis pas du tout hyperactif quand je suis TDAH. Parfois l'hyperactivité ne se trouve qu'au niveau de mon système nerveux qui se sent complètement saturé. Et l'hyperactivité ne se voit pas à l'extérieur, on est plutôt en mode procrastination en boule sur son canapé. Et on peut quand même être TDAH avec cette hypoactivité physique, mais cette hyperactivité mentale et du système nerveux. Cette suractivité, là, cette surdécharge électrique H24 est épuisante. Donc après que je puisse pas faire autre chose et que j'ai besoin de tourner au Red Bull pour pouvoir tenir dans la journée, c'est normal. C'est pas bon, c'est délétère pour mon corps, mais c'est normal. Et pour le moment, c'était la stratégie de survie que j'ai trouvée pour pouvoir convenir aux attentes de ce monde fou dans lequel je suis arrivée. Il existe autre chose. Il existe plein d'autres choses. Quand je suis dans cet état-là, forcément que je ne peux pas dormir. Vous savez quoi ? Moi, quand je fais de la traduction de bébés, que je reçois les bébés, 80% des bébés qui viennent consulter, c'est pour des problématiques de sommeil. Ils ne dorment pas. Certains ne sont plus vraiment des bébés, ont 3 ans et n'ont jamais dormi plus d'1 heure, 1h30 maximum de suite sans se réveiller. Leurs parents sont exténués au bout du rouleau et les bébés pareil. À partir du moment où on va mettre en mots ce qui est là, où on accompagne la remontée émotionnelle qui est là, le bébé dort. C'est pareil pour les adultes, sauf que quand ça fait 40 ans que ça dure, c'est un petit peu plus long. Parfois, il suffit d'une fois et que le système se sente écouté, même si tout n'est pas sorti, tout n'est pas libéré, qu'enfin ça se dit « Ah, ça y est, je suis soulagée, quelqu'un me comprend, quelqu'un m'entend, quelqu'un a une solution pour moi ». Déjà, on voit des effets. En plus de ça, il ne faut pas le minimiser, quand on est comme ça sous cortisol H24 avec un système nerveux qui doit essayer de survivre à tout au quotidien 7 jours sur 7, tout ce qui est hormono-endocrino est complètement déréglé. Donc la mélatonine qui en fait partie, tout ça, mais aussi toutes les autres hormones, et je pense notamment ici chez les femmes aux hormones qu'on appelle les hormones sexuelles, qui ne sont pas que sexuelles, ce sont des hormones vitales, à savoir progestérone, œstrogène et compagnie. Et c'est pas rare quand on a un TDAH, et en tout cas quelque chose de l'ordre du TDAH, même si on n'a pas de diagnostic, quelque chose qui serait peut-être plus proche du syndrome de stress post-traumatique, du mode survie actif et compagnie, d'avoir des difficultés hormonales.
Soit on a des cycles qui sont complètement déréglés, soit on n'a plus de cycle du tout, soit on a des syndromes prémenstruels ou des troubles dysphoriques prémenstruels qui sont hyper costauds, parce qu'en fait, mine de rien, au bout du compte, la stratégie qui nous a servi à nous en sortir nous dessert aujourd'hui. Elle dérègle notre corps et du coup nos hormones sont complètement one again, a bit to fly dans tous les sens et ça nous aide pas à dormir. Donc on a ce qui était là, caché, le trauma du passé, qui s'exprime de façon à ce qu'il y ait une hypervigilance qui fait que du coup je ne peux pas dormir, mais au bout d'un moment, cette hypervigilance vient carrément atteindre ma biologie intérieure et la dérégler qui fait que du coup je ne peux encore moins bien dormir. Ça c'est au bout d'un moment. Donc le but du jeu va être de revenir, comme moi je l'appelle, c'est pour ça que mon entreprise s'appelle ainsi, en terre intérieure. On va revenir à l'intérieur, on va revenir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est là, c'est quoi ce trauma-là, pourquoi ce corps fonctionne comme ça. Le corps, il fonctionne toujours pour une bonne raison. C'est pas mon corps qui déconne, mon corps, s'il fait ces choses-là, c'est qu'il a une excellente raison. Le but du jeu, ça va être d'essayer de comprendre cette raison-là, pour essayer de comprendre à quel endroit dans mon corps, ici, c'est engrammé, et comment, du coup, je vais pouvoir libérer ça. Informer ma psyché que tout cela est terminé, qu'il n'y a plus de danger, et qu'on peut essayer de fonctionner différemment, et aider à soulager le corps, justement, pour qu'il puisse, lui, retrouver un fonctionnement différent et se dire « Ah, ok, on peut aussi fonctionner comme ça sans griller toute son énergie, c'est cool !» Et il va pouvoir l'apprendre progressivement. Quant à la mémoire, c'est tout à fait normal qu'elle ne fonctionne plus non plus, déjà parce que c'est pas vital. C'est-à-dire que quand on est en mode survie et qu'on est au bout de notre cycle là, au moment où tout va pouvoir changer de sens si on prend la tangente, la mémoire, elle n'est pas du tout primordiale. Ce qui va compter, c'est juste d'être aux aguets. C'est le mode survie. Alors c'est dommage, hein, mais vous, votre partie consciente, j'ai envie de dire, elle a envie de profiter, elle a envie de fonctionner, elle a envie de se poser, elle a envie de s'épanouir, elle a envie de mettre en place des projets. Ouais, mais votre mode survie, il n'en a rien à secouer de tout ça. Lui, c'est non, tu fais pas ça, parce que là, on doit faire gaffe à ça, on doit faire gaffe à ça, ça aussi, ça. Et il n'y a pas d'énergie pour faire fonctionner la mémoire. Encore une fois ici, le corps étant intelligent, si je ne dois pas mettre d'énergie pour faire fonctionner ma mémoire, je vais pouvoir, si j'en fais des analyses en tout cas, je vais pouvoir aller mettre en lumière que certains nutriments, certains oligo-éléments, certains neurotransmetteurs, bref, notre biologie intérieure peut être en carence. Et cette carence peut, quand elle a lieu, provoquer par exemple des troubles de la mémoire. Donc ce qui est super intéressant ici, c'est de pouvoir allier toutes les facettes de notre être, à savoir aider au niveau biologique, aider au niveau complément, et aider vraiment avec ces analyses, donc comme on peut le faire par exemple avec un naturopathe, avec un médecin compétent, mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement, ou en médecine fonctionnelle par exemple, on peut aller voir ces choses-là pour essayer justement de aider déjà, donner un coup de main au corps, si tant est qu'on arrive à penser à prendre ces compléments, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous, comme c'était le cas pour moi, qui faisaient des démarches. Moi, je faisais des démarches, je savais que c'était par là qu'il fallait aller, et une fois que j'avais dépensé mon argent, une fois que mes compléments étaient là, je ne les prenais pas. Et je me dis, mais j'ai un problème ou quoi? Je mettais des sonneries sur mon téléphone pour pouvoir prendre mes compléments, je n'y arrivais pas. Parce qu'à un moment donné, quand le mode survie veut vraiment que vous alliez voir à l'intérieur, parce que c'est ici qu'est votre réponse, eh ben ça va rendre l'extérieur complètement obsolète, complètement dangereux, complètement invalide, complètement incapable, pour vous pousser à vous ramener à l'intérieur. C'est comme si la vie tout entière disait « Tu vas pas rester planqué derrière des gélules à prendre tous les matins ». Non. Ça peut être donner un coup de main au corps pour le faire retourner dans le bon sens, mais d'abord, il faut comprendre pourquoi il tourne dans le mauvais sens. La suite est super intéressante. Cette personne nous dit « C'est comme si toute ma vie, je l'avais vécu en mode survie, que maintenant, je me réveille parce que je suis trop fatiguée pour faire des efforts pour me fondre dans la masse. » Justement, voilà l'invitation. À travers son appel à l'aide et sa problématique, elle a sa réponse. La vie lui demande d'arrêter de se fondre dans la masse.
Parce que vivre, c'est pas ça. Ça, c'est le mode survie. On est extrêmement nombreuses et nombreux à avoir dû mettre notre hypersensibilité, nos facultés avec lesquelles on arrivait de côté pour survivre dans ce monde de dualité, dans ce monde de prédateurs complètement fous, où tout le monde est guidé par son inconscient sans même le savoir, où notre inconscient a une place prépondérante qui guide complètement nos vies. Donc on a été obligé de se couper de certains bouts de nous pour pouvoir être acceptable ici, mais ça c'est terminé. Le but du jeu de chacun n'est absolument plus de se fondre dans la masse. Et tant qu'on continuera bec et ongle dans cette direction, on va se prendre des murs. Si les choix que vous faites dans votre vie sont là par peur de ne pas être fondu dans la masse et donc d'être rejeté, moqué, patati, patata, vous n'allez récolter que ça. La peur. La peur de ne pas y arriver, la peur d'être incompétent, la peur de ceci, la peur de cela. Et c'est la peur origine. C'est celle-ci qui vous met dans votre mode d'hyperactivité, de mode survie et compagnie. Il est temps d'apprendre à faire des choix depuis ce qui est bon pour soi. Depuis son cœur ouvert, depuis l'amour que l'on veut, depuis l'amour que l'on sait ou que l'on va apprendre à savoir en tout cas, qu'on mérite. Pour l'instant, on n'a pas l'impression parce qu'on se dit qu'on est nul, qu'on est ceci, qu'on est cela, mais on mérite. Il n'y a même pas, d'ailleurs, ce mot-là ne devrait même pas exister parce qu'il n'y a pas de mérite. En fait, c'est juste, si vous êtes là, si vous êtes ici sur Terre, vous êtes l'amour. Vous n'avez rien à faire à vous transformer, à vous travestir, à vous déguiser, à vous rendre la vie impossible pour être aimé. C'est pas pour être aimé, c'est pour être accepté des gens qui sont complètement en train de tourner à l'envers. Est-ce que c'est important pour vous de suivre ces gens-là? Ou est-ce que vous n'avez pas envie de sortir de ce système de dingo et trouver un autre système qui vous soutient dans votre expansion, qui vous voit tel que vous êtes, dans toute votre profondeur, et qui vous laisse fonctionner à votre rythme et nous montrer vos belles couleurs. Parce qu'ici, il faut choisir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous plaindre et en même temps nourrir, remettre une pièce dans la machine, comme je le dis, dans un système qui va faire qu'après, vous allez courir à votre perte. C'est ici, à un moment donné, il y a une décision à prendre. L'humain, et j'en fais partie largement, puisque je me suis pris des murs, l'humain a cette capacité, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, à attendre de se prendre un gros mur en pleine tête pour bouger. En tout cas, les premières fois, les premières prises de conscience, les premiers réveils, on est obligé soit de se faire quitter puis d'avoir une décompensation parce qu'on est dépendant affectif, soit d'avoir un burn-out à cause du boulot qui ne convient pas, soit d'avoir un accident de la route, j'en sais rien quoi, une maladie ou je sais pas quoi, pour nous dire « punaise, mais ça fait déjà des années que je le sais !» Ben oui, mais il te fallait ce mur pour te stopper en fait. On a des systèmes qui se sont emballés à l'intérieur, qui ont tellement l'habitude de fonctionner comme ça, que du coup, en fait, on est comme pris dedans. On se dit, oh punaise, c'est pas possible. Comme si on était dans une bagnole lancée à 250 km/h et qu'on ne savait pas comment faire pour la stopper, même si on savait très bien qu'elle allait cramer. Cette dame, elle nous dit, j'ai changé de travail, je suis passée d'un travail où j'avais un rôle passif et je pouvais laisser couler mes pensées en même temps, à un travail où j'ai constamment des tâches différentes, en contact avec des personnes, dont je dois me souvenir et me souvenir de tout ce que je fais pour en parler après à mes supérieurs. Je ne retiens rien. À partir du moment où je change de tâche, du coup, je note constamment tout ce que je fais et je sens que ce n'est pas un fonctionnement normal. Alors non, c'est vrai que ce n'est pas un fonctionnement normal, c'est un fonctionnement appris, c'est une stratégie de survie. Et c'est très, très, très énergivore. Le but du jeu ici, c'est pas de se dire je suis nul, je suis bête, je suis débile, parce qu'elle nous dit je me sens débile, j'ai du mal à articuler des mots à l'oral, ça vient pas, je fonctionne du coup que par écrit. Tout ça, ce sont en fait des stratégies de survie, mais qui se sont comme agglutinées les unes sur les autres. L'image que je vois de temps en temps quand je suis en face de personnes comme cela, donc moi j'appelle ça des bulles d'illusion. Les bulles d'illusion, c'est à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a été difficile pour moi. J'ai pas été comprise, je me suis sentie en difficulté, ça fait un trauma de tout petit, un trauma de bébé ou d'enfant. Et à ce moment-là, il faut que je mette du sens.
Imaginons que ce soit, j'en sais rien, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, mes parents qui me laissent pleurer pour que je me fasse les poumons, par exemple. Et moi, quand je suis un bébé, c'est vital pour moi ici que quelqu'un vienne me réguler. Et comme personne ne vient, alors du coup, il va falloir que je trouve du sens à ce qui se passe ici. Et si je dis, ah bah mes parents ne sont pas capables de comprendre que j'ai besoin de ceci et de cela, je ne vais pas pouvoir survivre. Hein. Parce que là, je suis un bébé, je suis dépendant de mes parents. Donc si je vois que mes parents sont défaillants, c'est la cata. Donc la psyché, elle pense jamais comme ça. La psyché, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, je suis nulle. Je ne mérite pas. J'ai fait quelque chose qui ne va pas. J'ai un problème. En tous les cas, ça va reporter la problématique sur le bébé. On va préférer penser qu'on est complètement dysfonctionnel et qu'on a un problème et que peut-être on a fait une énorme faute et que peut-être on ne devrait même pas être là, et peut-être on dérange et peut-être ceci et peut-être cela, plutôt que d'avoir le regard. Puis en plus, on est incapable. C'est-à-dire que la psyché va choisir ça pour pouvoir survivre, mais en plus de cela, on est incapable, bébé que l'on est avec le développement cérébral qui est le nôtre à ce moment-là, de pouvoir avoir une vue globale qui dit « Non mais ça va pas ou quoi? C'est quoi ces parents qui me laissent pleurer tout seul dans mon lit? C'est pas bon pour mon fonctionnement cérébral ça hein ?» Bien entendu qu'on peut pas faire ça. Donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que pour mettre du sens à ce qui se passe et pour pouvoir survivre, je vais penser que je suis nulle. Donc je vais m'amputer d'un bout de moi, là, celui peut-être du sentiment d'impuissance ou de ce sentiment de se sentir complètement nul, pourri jusqu'à la moelle et dérangeant et patati et patata. Je vais le couper, je vais balancer ce bout là par-dessus bord, donc ça s'appelle la dissociation. Je vais me couper d'un sentiment, je vais me couper d'une part de moi qui ressent ou qui ressent rien justement quand il y a un gros vide ou quoi que ce soit, pour ne plus être en lien avec ça, parce que c'est horrible, c'est souffrant à un point que je pourrais presque vriller en fait. Donc la dissociation se passe ainsi, et après, je rentre dans ma bulle d'illusion. Ma bulle d'illusion, elle est construite grâce ou à cause, au choix, grâce ou à cause de ma croyance limitante. Je suis débile, je suis nul, je ne suis pas capable. Peu importe ce que je me suis dit ici, entre guillemets, en tant que bébé. Ce que je me suis dit, je le mets entre guillemets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai pensé, mais c'est quelque chose que mon système entier, et notamment mon système nerveux, a engrangé. C'est une mémoire physiologique, une mémoire en même temps psychologique, parce que je construis ma psyché là-dessus, et en même temps aussi très physique, parce que tout ça est engrammé en tension dans les fascias, dans les muscles, et ainsi de suite. Mon système nerveux est le gardien de cette mémoire-là. Quand on appelle ça un trouble neurodéveloppemental, c'est exactement pour ça. Parce que du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je suis en train de construire les bases de qui je vais être, les bases de ma psyché, les bases de mon système nerveux, les bases de mon fonctionnement, voilà ce qui se passe pour moi. Je me construis là-dessus. Donc oui, c'est un trouble neurodéveloppemental pour le coup. Au moment où j'ai une croyance limitante comme celle-ci, c'est comme s'il y avait une bulle qui venait se mettre autour de moi. Alors pas seulement autour de moi, mais je dirais comme si c'était un monde, vous savez, un petit peu comme dans Truman Show, où finalement il vit dans un monde à l'intérieur du monde. Lui, il croit que c'est son monde à lui, puis finalement, il est observé, entre guillemets, par des spectateurs qui sont dans un monde extérieur à lui. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un monde restreint à partir de ce moment-là, qui va valider la croyance qu'est la nôtre. Pas parce qu'on est vraiment nul et qu'il faudrait vraiment qu'on se prenne des coups de latte à chaque fois pour nous le rappeler, mais simplement parce que pour survivre, il faut que je croie ça. Il faut que je croie que j'ai un problème. Parce que si c'est moi qui est nul, je peux toujours m'améliorer. Et si je m'améliore, je ne serai pas laissée ainsi. Et donc je ne vais pas crever toute seule dans mon lit à pleurer alors que j'ai que 3 mois. On est dans un enjeu de survie. Donc je dois être dans ce monde où j'ai toujours la possibilité de m'améliorer. Ce monde dans lequel je vais être nulle pour être sûr qu'à un moment donné, je peux m'améliorer. Sauf qu'à un moment donné, ce que l'on a mis en place, ce qui nous servait, va arriver à nous desservir. Et c'est ce qui se passe ici pour cette personne. J'en ai marre parce que je me sens débile, je me sens nulle, je suis obligée le soir de réviser ce que je vais dire le lendemain pour pas paraître nulle. Vous voyez qu'à un moment donné, si je continue à pédaler dans ce sens-là, le monde dans lequel je me suis installée va devenir plus que limitant, il va devenir handicapant, il va devenir presque dangereux pour moi. La bonne nouvelle, c'est que quand j'arrive ici, quand j'arrive à cet endroit-là, je suis prête.
Je suis prête à sortir de ces cycles infernaux, je sais pas comment on dit, et percer cette bulle d'illusion. Bam! Percer la bulle d'illusion qui va ouvrir en grand et me donner d'autres possibilités de fonctionner. Et pour cela, il va falloir revenir à l'origine, en terre intérieure. Pas à l'extérieur, pas s'évertuer à l'extérieur, à essayer d'avoir quelque chose qui n'est plus possible parce que je n'ai plus suffisamment d'énergie pour faire à l'extérieur ce qui va me permettre peut-être de survivre. Et puis merde, il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit « mais c'est pas ça la vie !» Mais ça fait 30 ans que je suis comme ça, que je suis enfermée là-dedans. Mais c'est pas possible, en fait. Il y a autre chose. Pourquoi, moi, j'aurais pas le droit d'avoir une vie dont je profite, quoi? Vous avez le droit d'avoir une vie dont vous profitez. Vous n'avez pas à rester enfermé dans ces bulles d'illusion. Ces bulles d'illusion, elles sont encore plus énergivores quand on en a, par exemple, quand on en a 15. Imaginons que j'ai 3 bulles d'illusion, je suis nulle, puis en même temps, je dois être utile, et puis en même temps, j'en sais rien d'autre. Plusieurs programmes. Et que finalement, ces programmes-là, ils ont quelque chose en commun. Ils peuvent se chevaucher, et puis, il n'y a pas grand-chose au milieu qui me permet de pouvoir remplir les 3 en même temps, mais j'ai quand même cet espace qui me permet de vivoter pour que ça puisse en même temps coller à ma croyance numéro 1 et ma croyance numéro 2 et ma croyance numéro 3. Donc c'est cool, je peux avancer avec ça. En tout cas, je peux essayer. Pendant le début de ma vie, je vais commencer à fonctionner comme ça et je vais réussir à peu près à garder cet équilibre parce que j'ai encore l'énergie de la jeunesse, j'ai envie de dire. J'ai encore suffisamment d'énergie. Mais déjà, il y a des choses pas normales ou des choses problématiques ou qui sont dures pour moi, qui devraient attirer l'attention. Mais sauf que quand moi j'étais enfant, mes parents ne pouvaient pas avoir accès à tout ça, c'était pas l'époque, on connaissait très mal, on aurait peut-être pu poser un diagnostic, mais ça n'aurait pas arrangé les choses, peut-être j'aurais pris un médicament et voilà, mais ça n'aurait pas en tout cas aidé ce stress interne et cette façon dont je me suis façonnée à pouvoir se rééquilibrer. Il y avait déjà des choses. Il y avait déjà des petits fils sur lesquels on aurait pu tirer, là. Vous savez, le petit fil qui dépasse du pull que mamie vous a tricoté. On peut tirer dessus, jusqu'à ce que ça détricote complètement le pull, qui n'était pas à ma taille, bordel, ce pull. Il n'était pas de la couleur que je voulais, bordel, ce pull. C'était quelque chose que j'ai mis, un costume que j'ai mis sur moi pour pouvoir survivre. Mais j'en veux plus. Il me tient chaud, il me gratte, il est moche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai plein de bulles d'illusion qui qui s'annulent? Mais je peux pas. Comment je vais faire? J'ai une bulle d'illusion qui dit, par exemple, je sais pas, moi, par exemple, je suis dépendant affectif parce que, du coup, j'ai, mon trouble d'attachement étant bébé a fait que, je suis comme ci, je suis comme ça. Et du coup, j'ai besoin des autres. J'ai ce programme qui dit j'ai besoin des autres pour survivre. J'ai besoin des autres. Quand j'ai été toute seule, pleurer dans mon lit, j'ai cru que j'allais crever. Donc j'ai besoin des autres, j'ai besoin des autres, j'ai besoin des autres. Donc là, j'ai ma bulle d'illusion qui va faire en sorte que tout ce monde va venir me valider que j'ai besoin des autres. À côté de ça, peut-être qu'à un autre moment, les autres ont été ceux qui m'ont fait du mal. Et du coup, je vais avoir une bulle d'illusion qui va me dire je dois éviter les autres, je dois éviter les autres, je dois éviter les autres, je dois éviter les autres. Comment je fais pour pouvoir vivre avec ces deux bulles d'illusion contradictoires, ces deux mondes? Je ne peux pas les faire cohabiter. Donc je vais tantôt être dans l'un et tantôt être dans l'autre. Et quand je vais être dans l'un, je vais penser à quelque chose, je vais fonctionner d'une façon, je vais avoir un fonctionnement, des pensées, des sensations, des émotions qui vont être certaines. Et à un moment donné, quand je vais switcher dans l'autre, mes pensées vont être différentes. Ce que je vais avoir le droit de montrer sera différent par rapport à ce que je montrais dans le monde d'avant. Et du coup, quand je passe de l'un à l'autre, mais je ne pense plus à rien. J'arrive plus à me rappeler. Je suis dans un monde différent. J'étais dans un autre monde, il fallait fonctionner comme ci, comme ci, comme ça. Et maintenant que je suis dans ce monde-là, il faut que je fonctionne comme ci, comme ci, comme ça. Waouh, mais je peux pas en fait. Imaginons, là je peux pas faire de diagnostic sur cette personne, c'est pas le but du jeu de toute façon, mais imaginons que cette personne-là qui dit je me rappelle même pas de ce que je lis, tout ça, donc je peux même pas le partager, c'est pas possible, j'ai un problème de mémoire ou quoi que ce soit. Quand elle est en train de lire, elle est dans un mode particulier, même s'il y a de l'hypervigilance, il n'y a pas l'enjeu de l'autre. Donc du coup ici c'est c'est cool, je suis dans mon livre, patati, patata, c'est génial cette histoire, c'est super. Et à un moment donné, quand je suis avec les autres, peut-être à la pause café au travail, boum, je suis dans un autre mode. Parce qu'ici, je dois survivre, parce qu'il y a les autres, parce que ceci, parce que cela. Et quand je suis en mode survie, déjà, je change
de bulle, je suis plus dans la même bulle d'illusion, mais en plus de ça, il y a une restriction supplémentaire, c'est que je suis avec les autres. Les autres sont potentiellement dangereux, peut-être dans mon histoire, donc je dois être en mode survie. Quand je suis en mode survie, c'est mon cerveau archaïque, celui qui est responsable de mes réflexes archaïques, ceux qui sont là pour le mode survie qui est activé. Je suis donc pas dans mon néocortex. Mon néocortex, celui qui est là pour le mouvement volontaire, pour la cognition, pour les apprentissages, pour la mise en relation, toutes ces choses-là, ça n'est pas accessible. Si je suis dans mon cerveau archaïque, reptilien, je ne peux pas être dans mon cerveau, dans mon néocortex, dans lequel se trouvent toutes ces informations que je sais pourtant avoir accès, puisque j'ai lu mon bouquin hier soir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas en parler ? Vous savez, c'est la même chose. Moi, j'accompagne les enfants sur leurs réflexes archaïques parce qu'ils ont des difficultés d'apprentissage. Et c'est la même chose, par exemple, pour un enfant qui connaît sa poésie par cœur. Il l'a appris, il est resté des semaines, il n'est même pas allé jouer au foot parce qu'il avait tellement peur de ne pas savoir sa poésie que du coup, il est resté à son bureau, il l'a révisé, il a même trouvé une petite chanson, un rythme pour y penser, tout ça. Il a fait plein de trucs pour être sûr de connaître sa poésie. Le soir, la veille au soir, il la connaît par cœur. Il l'a répété 10 fois à ses parents. Le matin, dans la voiture pour aller à l'école, il la répète à sa mère. C'est pareil, il la sait nickel. À partir du moment où il est dans la classe, où on dit son prénom, où il doit se lever ou aller au tableau, il n'y a plus personne. C'est extrêmement invalidant. En plus du fait que lui va se trouver complètement nul là-dedans, il va se dire « mais c'est quoi mon problème ? Je suis vraiment un problème. Je suis un problème. » Donc déjà, il est en train de faire baisser sa propre estime de lui-même. Mais en plus de cela, il va se prendre une mauvaise note. Et bim, l'extérieur va venir confirmer que je suis vraiment qu'un branque. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment débile. Il n'y a rien de débile là-dedans. Il y a juste un système nerveux qui est en mode défensif au possible, qui est en mode survie depuis extrêmement longtemps. Et quand on est en mode survie, on ne peut pas profiter. On ne peut pas avoir accès. Mais ça existe, c'est là. Il va juste falloir travailler à ramener de la sécurité, à venir comprendre ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir ramener ici un fonctionnement qui va respecter le rythme qui est le mien. Et je vais commencer, moi, par le décider. Là où personne ne m'a compris, là où personne ne m'a aidé, là où personne ne m'a respecté, pas forcément pour être méchant, simplement par inconscience, moi je vais le faire, moi je vais être là, moi je vais me comprendre, moi je vais me respecter, moi je vais écouter. C'est quoi mes besoins à moi ? C'est terminé, je suis allée trop dans le mur, je me suis trop fracassée, je me suis trop oubliée, je me suis trop abandonnée. Tout ça pour être à peu près acceptée des autres, mais finalement je ne suis même plus acceptée des autres puisque je ne peux même plus fonctionner dans ce monde. J'ai plus l'énergie pour sortir, j'ai plus la mémoire pour partager. À quoi ça sert ? Et dans ce drame que vous traversez, et je l'ai traversé moi aussi, dans ce drame que vous traversez, il y a une force de la vie. C'est pas seulement que vous êtes puni jusqu'à plus soif. C'est que la vie vient vous chercher pour vous dire « mais il y a autre chose ». Réveille-toi, tu le sais. Une part de toi le sait. Souviens-toi, choisis-toi, respecte-toi. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si vous pensez à quelqu'un que ça peut aider, n'hésitez pas à partager. C'est plus que vital. Ça peut vraiment, je vous assure, ça peut sauver des vies. Il y a des gens, ils sont au bout du rouleau. On peut ici aller voir un psychologue, un psychiatre, un médecin. Tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut se faire médicamenter si on le souhaite. Si on en a très peur, on n'y va pas. Tout est OK en fait. On peut aller voir un psychologue ou un psychiatre qui va nous aider à poser un diagnostic, par exemple. Et le psychologue qui va peut-être nous aider, non pas à changer notre fonctionnement, mais plutôt à accepter de vivre avec et à être un peu plus doux avec ce fonctionnement-là. Donc il existe tout ça. Il existe aussi des gens comme moi qui ne sont pas des psys classiques. Moi, je ne suis pas psy du tout. J'ai fait des études de psychologie, mais ça ne m'a absolument rien appris par rapport au sujet que je vous parle, dont je vous parle aujourd'hui, puisque je ne suis pas allée du tout assez loin sur ces sujets-là. Mais moi, je suis atypique jusqu'au bout des ongles aussi. Mais cette fois-ci atypique avec un fonctionnement qui, aujourd'hui, mon fonctionnement atypique me sert là où il m'a desservi. Je me suis servi de mon fonctionnement atypique pour me retrouver moi, pour avoir accès à certaines choses que les thérapies dites classiques n'ont pas forcément accès.
j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris comment les autres, certains en tout cas, ceux qui venaient me consulter, fonctionnaient. On a commencé à mettre des choses en place pour pouvoir se comprendre, s'accepter, et aussi du coup pour pouvoir pas se changer. Le but du jeu, c'est pas de se transformer, se changer, se guérir, encore une fois devoir faire un effort pour essayer de fonctionner normalement. C'est pas ça du tout. C'est revenir à tout ce qu'on a engrangé, toutes ces mémoires cristallisées, ces vieilles émotions usées qui sont toujours là à l'intérieur de nous, les laisser circuler pour que finalement, au fur et à mesure, ça révèle qui l'on est vraiment. Donc il ne s'agit pas d'essayer de rentrer dans des cases et de fonctionner comme ça, puis de se droguer ou se contenter, entre guillemets, de s'accepter, mais bien d'aller délivrer ce qui était là, et ni vous ni moi ne sait encore ce qui va se révéler là. Parce que c'est vous-même qui allez vous révéler à vous-même à cet endroit-là. La seule chose à faire, c'est de revenir à ce moment où vous avez dû vous scinder, où vous avez dû trouver cette stratégie de survie qui aujourd'hui vous dessert. Faites tourner cet audio à qui vous pensez qu'il peut servir et ne perdez pas courage, allez dans la direction qui est la bonne pour vous. Ça peut être vraiment... toutes les options sont bonnes à prendre parce que c'est votre chemin. Et que dans votre chemin, vous allez toujours avoir les rencontres qui vont être nécessaires. Soit pour vous mettre la tête sous l'eau et vous dire « bon, maintenant ça suffit, j'arrête d'aller dans cette direction-là, il doit bien exister autre chose ». Que ce soit pour vous mettre au bout du rouleau, au bout du bout, en burn-out parce que vous n'en pouvez plus de ne pas être compris, écouté et jugé. Et à ce moment-là, le burn-out, c'est très désagréable, c'est horrible, mais quelque part, au moins là-dedans, il n'y a plus cette énergie de penser pour essayer d'être quelqu'un d'autre et donc continuer d'entretenir ces façons de fonctionner. Et quand vous remontez petit à petit, vous allez rencontrer des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui vont peut-être pouvoir du coup vous aider pour ne pas y retourner une prochaine fois. Alors bon courage à vous, où que vous soyez sur votre route, qui que vous décidiez d'aller voir, consulter, quelles que soient les modalités qui vous parlent, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur.